Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. L'ARS Martinique et le GIP Martinique Santé se sont mobilisés pour rappeler que le cancer demeure l'un des enjeux majeurs de santé publique et de cohésion sociale du territoire. Suite au conflit qui ravage depuis 30 ans l'Est de la RDC, de plus en plus de Congolais affluent vers Mayotte. Dans votre avis compte, alors est-il dangereux de se rapprocher des autres pays de la Caraïbe? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché, qui ce soir s'intitule « Le mot négritude ne convient pas ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, en dessous de 60 degrés Celsius, la chaleur n'est pas suffisante pour détruire les micro-organismes résistants. Des virus courants comme ceux de la grippe ou de la gastro-entérite, ainsi que divers champignons survivent parfaitement à un cycle court à 30 degrés Celsius. La pensée du jour. Le chemin de la sagesse ou de la liberté est un chemin qui mène au centre de soi-même. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est moyen. Il en sera sans doute de même demain. L'enquête de police sur le dernier meurtre de l'année 2025 a connu une avancée concrète la semaine dernière. L'auteur présumé de cet homicide survenu le 20 décembre dernier devant l'hippodrome de Carrère a été interpellé. Il a été depuis mis en examen et placé en détention provisoire. Dans un conteneur en provenance de Martinique et destiné à une société de spiritueux du Val d'Oise, des trafiquants avaient dissimulé 244 kilos de cocaïne. Pour récupérer la drogue, les destinataires avaient tenté d'arrêter le camion qui transportait la marchandise en prétextant être des policiers. Et parlons maintenant de cette chanceuse. Une joueuse régulière en Martinique a décroché un ticket gagnant Eurodreams à Schœlcher, s'assurant un revenu mensuel de 2000 € pendant 5 ans. En résidence à Tropicatrium, la danseuse et chorégraphe Cindy Emily prépare un solo performance interrogeant les injonctions personnelles, sociales et genrées et explore l'insolence comme potentiel d'émancipation. Elle invite à une réflexion sur les transmissions intergénérationnelles entre le corps, la mémoire et la parole et propose un partage de nos expériences d'éducation et d'émancipation. Attention, c'est le samedi 7 février de 9 h à 13 h et le lundi 9 février de 18 h à 22 h. Une alerte santé jeunesse nationale met en garde contre les usages à haut risque du vapotage et des cannabinoïdes de synthèse chez les jeunes Martiniquais, appelant à renforcer la prévention et la sensibilisation. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer qui se tient chaque 4 février, l'ARS Martinique et le GIP Martinique Santé se sont mobilisés pour rappeler que le cancer demeure l'un des enjeux majeurs de santé publique et de cohésion sociale du territoire. Cet événement international constitue un rendez-vous essentiel pour sensibiliser et fédérer autour du thème « Unis par l'unique ». Comme chaque année, ce temps fort annuel met à l'honneur les professionnels et acteurs dont l'engagement et l'innovation contribuent à faire progresser la lutte contre le cancer et à améliorer la prise en charge des patients. La cérémonie s'est tenue hier, mercredi 4 février à 18 h aux Palmes de Fort-de-France. La chorale La Joie de chanter a 72 ans, une longévité qui témoigne de son talent. Elle recherche actuellement de nouveaux choristes.
Suite au conflit qui ravage depuis 30 ans l'est de la RDC, de plus en plus de Congolais affluent vers Mayotte. En 2021, 80% des demandes d'asile effectuées à Mayotte provenaient de ressortissants comoriens. Ils sont désormais minoritaires face au nombre croissant de Congolais débarquant sur l'archipel. 52% des 2463 primo-demandeurs résidents étaient originaires de la RDC en 2024, contre seulement 25% des Comores. En 2025, 800 demandes d'asile ont été déposées par des personnes originaires de la région des Grands Lacs, RDC, Burundi, Rwanda, soit un peu plus de la moitié des demandes d'asile déposées sur l'île. Ajoutons cependant que le manque de places d'hébergement contraint la plupart des demandeurs d'asile à se regrouper dans des camps de fortune. La houle importante, persistante depuis plusieurs jours, continue de perturber le trafic des navettes maritimes entre les ports martiniquais, entraînant retard et réorganisation des dessertes. Les polluants éternels, ces substances chimiques extrêmement persistantes, présentes dans de nombreux produits du quotidien, pourraient coûter à l'Union européenne jusqu'à 1 700 milliards d'euros d'ici 2050. C'est ce qu'affirme un rapport commandé par la Commission européenne. L'étude évalue à la fois les effets sanitaires de ces composés liés à plusieurs maladies chroniques et les dépenses nécessaires à la dépollution des sols et des ressources en eau. Rappelons que les polluants éternels, omniprésents dans les emballages, les textiles, les ustensiles de cuisine ou les mousses anti-incendie, se dégradent très lentement et s'accumulent dans l'environnement et l'organisme humain, ce qui en fait un enjeu sanitaire et économique majeur pour l'Union européenne. 4 scénarios sont envisagés en fonction du niveau d'action engagé par les États membres. Selon les estimations, la facture pourrait ainsi varier de 330 à 1 700 milliards d'euros selon l'intensité des politiques de réduction des émissions et de dépollution mises en œuvre. Le scénario le plus coûteux, jusqu'à 1 700 milliards d'euros donc, repose sur une vaste dépollution des sols et un traitement intensif des eaux pour respecter des normes environnementales très strictes, tandis que le scénario bas, environ 330 milliards d'euros, suppose l'arrêt complet de la production et de l'usage de ces substances, mais sans investissement massif supplémentaire dans le traitement de l'eau. Ce travail fournit ainsi une estimation officielle de l'ampleur financière de l'inaction ou de l'action tardive face aux polluants éternels et nourrit le débat européen sur l'application renforcée du principe du pollueur-payeur ainsi que sur une possible interdiction large de ces substances dans l'UE. À Trinité, des représentants de l'UGTM Santé ont rencontré les directions de l'ARS et du CHU pour discuter des difficultés structurelles dans le secteur hospitalier, avec un focus sur les urgences et les effectifs. Il a bien entendu été également question de l'hôpital de Trinité, où les travaux ont pris tant de retard. Le prochain rendez-vous judiciaire pour Air Antilles est fixé au 23 avril 2026 pour décider du sort définitif de la compagnie après 6 mois de redressement judiciaire. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, devant le tribunal correctionnel, les avocats qui défendent les grands frères ont fait leur plaidoirie. Ils ont expliqué que leurs clients n'étaient pas des malfaiteurs, mais des manifestants qui manifestaient comme la loi leur en donne la possibilité. Hier, le procureur de la République a réclamé des peines allant de 10 mois avec sursis à 4 ans de prison ferme. La nouvelle chef de mission diplomatique américaine, Laura Dogu, est arrivée ce samedi à Caracas, au Venezuela. Cette arrivée marque une étape majeure dans la normalisation progressive des relations entre les États-Unis et le Venezuela, rompues depuis 2019. Accueillie par le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, la nouvelle chef de mission diplomatique américaine, Laura Dogu, a déclaré sur le réseau X « Je viens d'arriver au Venezuela, mon équipe et moi sommes prêts à travailler
Fin de citation, sans révéler la durée ni le programme de sa mission. Nommée le 22 janvier dernier, cette ancienne ambassadrice au Nicaragua succède à John McNamara qui exerçait ses fonctions depuis la Colombie. Sa visite intervient moins d'un mois après la capture de Nicolás Maduro par l'armée américaine et la prise de pouvoir de la présidente par intérim, Delcy Rodríguez. Selon un communiqué officiel, ces échanges avec le gouvernement vénézuélien visent à établir une feuille de route bilatérale fondée sur le dialogue diplomatique et le respect du droit international. Cette reprise de contact s'inscrit dans un climat d'apaisement entre Washington et Caracas. Donald Trump a plusieurs fois salué la bonne coopération avec Delcy Rodríguez, qui a multiplié les gestes d'ouverture, amnistie générale des prisonniers politiques, fermeture de la prison de l'Hélicoïde, réforme judiciaire et révision de la loi pétrolière pour attirer des capitaux étrangers. La nouvelle législation, largement inspirée de recommandations américaines, selon les analystes, enterre le modèle pétrolier étatique hérité d'Hugo Chavez. De son côté, le département du Trésor américain a allégé l'embargo sur le pétrole vénézuélien, ouvrant la voie à une augmentation prévue de 30% de la production en 2026. Le pays, qui détient les plus grandes réserves mondiales de brut, espère relancer son économie en s'appuyant sur ces nouveaux partenariats. Et aujourd'hui, 5 février, c'est ce jour-là qu'en 2009, un collectif qui portait le nom de Collectif du 5 février a entamé un mouvement de protestation qui a duré 38 jours et qui a mis dans les rues des milliers de Martiniquais quotidiennement, une mobilisation inédite en Martinique. La violente tempête hivernale qui s'est abattue récemment sur une grande partie des États-Unis, alors que la Terre se réchauffe, en a surpris plus d'un. Pluie verglaçante paralysante, grésil, plus de 30 centimètres de neige dans certaines régions, branches d'arbres et lignes électriques cédant sous la glace et laissant des centaines de milliers de personnes privées d'électricité. Cette vague de froid, soudaine, après un début d'hiver globalement doux, a causé près d'une centaine de décès par hypothermie ou accident et provoqué d'importants dégâts. À la fin de janvier dernier, une masse d'air arctique puissante venant du nord a en effet créé un contraste thermique avec l'air plus chaud du sud, tandis que le système tempétueux puisait de l'humidité dans le golfe du Mexique, exceptionnellement chaud. Tout cela se produisant alors que la Terre se réchauffe sans équivoque, à mesure que les activités humaines émettent des gaz à effet de serre qui piègent la chaleur dans l'atmosphère. Et il est vrai que le réchauffement climatique peut réduire la puissance des tempêtes en diminuant les contrastes de température et on constate de fait que les quantités de neige diminuent globalement. Toutefois, bien que moins fréquents, les épisodes de froid extrême pourraient rester relativement intenses dans certaines régions et le changement climatique pourrait même parfois en être à l'origine. Le réchauffement rapide de l'Arctique, par exemple, entraîne une augmentation des perturbations du vortex polaire qui se produit lorsqu'une masse d'air froid arctique descend suffisamment au sud pour influencer les États-Unis. De plus, un océan plus chaud entraîne une évaporation accrue. L'atmosphère devient donc plus chaude, elle aussi. Or, une atmosphère plus chaude peut contenir davantage de vapeur d'eau. Cela signifie que plus d'humidité est disponible pour les tempêtes qui, par ailleurs, puisent de l'énergie dans cette condensation d'humidité qui produit pluie ou neige. Résultat, globalement, il semble que les tempêtes hivernales les plus intenses deviennent encore plus intenses. Le réchauffement climatique influe également sur la forme que prennent les précipitations. En effet, un environnement plus chaud augmente également la probabilité que des précipitations qui seraient tombées sous forme de neige lors des hivers passés tombent désormais sous forme de grésil
ou de pluies verglaçantes. Cela dit, de nombreuses questions restent sans réponse. Une grande partie des données et des recherches dans ce domaine reposent sur les travaux menés par des organismes fédéraux états-uniens dont l'administration Trump a considérablement réduit le financement. Or, le travail de ces scientifiques contribue à développer les modèles essentiels, les instruments de mesure et les données dont dépendent les chercheurs et les prévisionnistes du monde entier. L'Association régionale des missions locales Antilles-Guyane tire la sonnette d'alarme face à une réduction de 13% des crédits dans le projet de loi de finances 2026, ce qui pourrait fragiliser l'accompagnement des jeunes diplômés et des chômeurs. Les autorités sanitaires confirment une phase d'intensification de la dengue avec une hausse des cas cliniques. La population est appelée à maintenir une vigilance élevée partout en Martinique. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Est-il dangereux de se rapprocher de la Caraïbe? Nous vous écoutons. Est-il dangereux pour la Martinique de se rapprocher de ses voisins de la Caraïbe? À ce sujet-là, je dirais que la communauté caribéenne existe déjà. Ce que je vois aussi, c'est des rapprochements entre les collectivités d'outre-mer, Martinique, Guyane, Guadeloupe, Tahiti, tout ça, afin que chaque île, toutes les îles participent à un même projet. Donc pour toi? Pour moi, à part la différence de la langue, je ne vois aucun empêchement à ce que les îles de la Caraïbe se rapprochent. On a tout à y gagner, hein, donc c'est un peu du positif là-dedans, des échanges et tout. Hein. Donc oui, go. Alors pour moi, ce ne serait pas un danger, bien au contraire, puisque l'échange culturel permettrait d'avoir d'autres horizons. Et aussi, que ce soit pour le commerce, la culture, et même d'un point de vue éducatif, de pouvoir échanger avec nos voisins pour voir ce qui fonctionne chez eux, ce qui fonctionne chez nous, et de faire des échanges de bons procédés. Je préférerais m'ouvrir à la Caraïbe, parce que du coup c'est différentes cultures, différents modes de vie, un esprit différent, donc ça permet de, moi personnellement, m'ouvrir aux autres et d'avoir plus d'expérience. Est-il dangereux pour la Martinique de se rapprocher de ses voisins de la Caraïbe? Non, pour moi non, on partage les mêmes cultures, on a des passés communs, donc tout ce qui nous rassemble nous rapproche aussi. Donc après il y a d'autres aspects au niveau de la délinquance, parce que on est quand même aussi sur une plateforme de la drogue et tout ça, donc il faut de la coopération, mais aussi il faut de la coopération sur la sécurité aussi. Donc voilà. C'est une bonne chose pour être en communication avec ceux qui sont tout proches, et puis ne pas perdre de fil pour certaines choses qui arrivent en ce moment. Il faut être, je ne veux pas dire solidaire tellement parce que c'est difficile, mais il ne faut pas perdre la vue, il ne faut pas se fâcher avec certaines choses. C'est garder la relation, c'est ça qui est important. Je pense qu'il faudrait s'ouvrir à la Caraïbe, à nos frères caribéens. Oui, parce que je pense qu'on a beaucoup plus d'avantages et on peut être mieux lotis, je dirais. Il vaut mieux s'ouvrir à la Caraïbe, je pense. Parce que l'Europe, je connais, et avant c'était plus facile. C'était beaucoup plus facile de mon temps lorsque je travaillais en France avant de prendre ma retraite. Mais maintenant, c'est compliqué et je pense que ça le sera de plus en plus. Parce que vu comment les tournures ça prend en France, on sait qu'il y a des heurts, il y a des troubles, il y a toutes sortes de choses, il y a du racisme. Donc c'est normal que on puisse essayer de s'évader de ces endroits-là. Est-il dangereux de se rapprocher de la Caraïbe? Notre question. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à cette question ce soir. Passons maintenant au savoir et réfléchir de Roland Laouchi.
le mot négritude ne convient pas. Dans le phénomène colonial, c'est le blanc qui va chez le noir, pas le contraire. Pour autant, en France, parfois en pleine colonisation, ce sont les Noirs qui, massivement, sont venus en France. Ainsi, dans les tranchées où ils ont servi de chair à canon pendant la guerre 14-18, avant d'enflammer le cœur des femmes françaises, le cœur et le reste, parce qu'ils étaient la musique, le rythme, la joie de vivre, la victoire. Mais il était inévitable que sur les flancs de cette foule noire, joyeuse et besogneuse à la fois, quelques-uns se détachent et se retrouvent ailleurs. Là où on ne les attend pas. Là où l'esprit prend le pas sur la force et sur les déhanchements de la biguine et du tcha-tcha-tcha. C'est ainsi que quelques Noirs se sont retrouvés après avoir réussi à un des concours les plus difficiles du cycle universitaire français à l'École normale supérieure, le lieu où se donnent rendez-vous les élites forcément blanches de la France. Les récits diffèrent. Certains disent qu'ils se connaissaient avant. D'autres affirment, retenons cette version, que c'est dans les couloirs de Normal Sup que Léopold Sédar Senghor, déjà scolarisé là, s'est approché d'un petit nouveau. Il croyait sans doute aller à la rencontre d'un petit Africain comme lui, mais en réalité, il a rencontré Aimé Césaire. Entre eux, rien de commun, si ce n'est le fait d'avoir réussi à intégrer cette école, mais surtout le fait d'être noir et d'être confronté à un monde blanc. Une confrontation pas toujours belliqueuse. C'est encore l'époque où, malgré tout, bien des blancs n'ont jamais côtoyé de noirs. Certains même, dans la campagne, n'en ont jamais vu. Alors ils s'en approchent et les touchent pour voir s'ils ne déteignent pas ou touchent leurs cheveux crépus pour voir comment ça fait, comme ils disent. Souvent donc, plus de curiosité que d'hostilité, même si l'hostilité existe. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire qu'elle est marginale. Et voilà donc nos deux normaliens transformés en deux compères. Tout naturellement, ils ressentent l'impérieuse nécessité de s'affirmer, d'affirmer leur existence dans le temps, dans l'espace et dans leur apparence physique, c'est-à-dire dans leur couleur. La négritude est donc d'abord un acte de résistance par l'affirmation de soi face à l'autre. Sauf que pour aller de l'Europe à l'Afrique où il faut découvrir ses lettres de noblesse, il n'est pas nécessaire de passer par l'Amérique centrale, par les Antilles. Et c'est encore moins nécessaire lorsque l'on a un peu un physique africain. Alors, la négritude prise dans l'impérieuse nécessité de s'affirmer à tout prix, sans concession, a oublié que la négritude d'un Africain ne peut en aucun cas être la négritude d'un Antillais. L'Antillais porte en lui la négritude et le reste dont personne n'a inventé le nom. Il est vrai que le mot blanchitude n'est pas très beau. Et puis, dans le mot négritude, il n'y a pas seulement la couleur de la peau, ce n'est pas la noircitude. Oui, il est nécessaire de se lancer le défi de découvrir le mot qui va nous définir, nous les Antillais, à la fois noirs et blancs. Et après le savoir y réfléchir de Roland Laouché, la rubrique santé, travail et santé. Premièrement, la visite d'embauche sera remplacée par une visite d'information et de prévention et sera instruite par un professionnel de santé du service de santé au travail sous l'autorité du médecin du travail, et ce dans un délai qui n'excédera pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail. Deuxièmement, s'agissant du suivi médical, la périodicité des visites sera fixée en fonction des conditions de travail, de l'état de santé, de l'âge du salarié, ainsi que des risques auxquels ce dernier est exposé. Cette périodicité peut dépasser 5 ans pour un suivi normal. Troisièmement, s'agissant de la procédure d'inaptitude médicale,
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, s'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste et s'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement. Et enfin, s'il a procédé à un échange par tout moyen avec l'employeur. Si le médecin du travail estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver cette décision, il réalisera ce second examen dans un délai qui n'excédera pas 15 jours après le premier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan, Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Génie Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouchi. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain, 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite, disponible sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, prenez soin de vous. Je vous dis aussi à demain et que Dieu garde la Martinique.